Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités, 24 mars 1969, 24 mars 2025, cela fait exactement 56 ans jour pour jour depuis la mort du père de l'indépendance et le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Quelques Congolais reconnaissent encore son intégrité dans la gestion de la chose publique, de réaction que vous suivrez dans ce journal. Les consultations politiques pour un nouveau gouvernement d'union nationale ont débuté ce lundi 24 mars à Kinshasa. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre. Début ce lundi 24 mars 2025 de consultation pour un nouveau gouvernement d'union nationale. Ces discussions visent à rassembler les forces politiques et sociales autour de principes d'unité nationale, de souveraineté et de respect de la Constitution. L'objectif est d'instaurer une gouvernance inclusive afin de répondre aux défis politiques et sécuritaires, notamment dans l'est du pays. Ceci marque aussi la volonté du chef de l'État qui, dans son discours prononcé le 22 février dernier, devant le membre de sa famille politique, où il a appelé à dépasser les divisions internes pour mieux faire face aux menaces externes. Ce processus de consultation politique fait toujours parler. Dans une interview accordée à la rédaction de Michapi Voice Télévision, Maître Sylvance Kitambala a salué le choix du chef de l'État congolais porté sur Cachemire et Béron de Kolongele pour se préciter. Le peuple congolais doit encourager les consultations politiques. Nous sommes africains et en tant qu'Africains, nous avons le devoir de nous parler entre nous pour résoudre certaines difficultés que nous rencontrons tout au long de notre vie. Et en ce qui concerne les consultations politiques, le président de la République a choisi l'oiseau rare, la personne du professeur Kolongole Kazibi Révérande, qui est une personne avec un caractéristique neutre, déjà conciliant et intelligent, intègre et qui présente le visage de la nouvelle classe politique que les Congolais veulent tant pour bâtir un nouveau Congo basé sur les compétences personnelles et non le clientélisme ni le népotisme. Et dans l'hypothèse de consultation, il est tout à fait normal que l'ensemble du peuple congolais, l'ensemble de 26 provinces, l'ensemble de l'Afrique, même les communautés internationales, pour soutenir ce dialogue. Parce que ce dialogue n'est pas un dialogue, certes, appelé consultation politique, mais dans lesquelles consultations, on va dialoguer avec les différentes parties pour aboutir à un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, comme le chef de l'État l'a dit, aura des missions spécifiques, notamment faire la guerre. Et je voudrais que les intellectuels comprennent ce que le chef de l'État entend par faire la guerre. Faire la guerre ne signifie pas seulement prendre des armes, aller s'enfoncer sur le plan militaire. Nous avons le plan diplomatique qui est mené de main de maître par le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu des résultats positifs quant à ça. L'actualité, c'est aussi l'Angola qui ne veut plus être médiateur de la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. La présidence angolaise l'a officiellement annoncé ce lundi 24 mars à travers un communiqué officiel où elle a affirmé que le Rwanda a tout fait pour mettre fin à ces conflits, mais ses efforts n'ont pas abouti aux résolutions voulues. Suivez cet élément de Steve Kanid.
L'Angola dit mettre fin à cette mission de médiation lui confiée par l'Union africaine pour plusieurs raisons. Son président João Lourenço, désormais président en exercice de l'Union africaine, affirme vouloir se concentrer sur son mandat à la tête de cette organisation continentale. Il laisse, selon le communiqué de la présidence angolaise, la place à d'autres initiatives qui peuvent contribuer à la résolution des différents conflits qui perdurent en Afrique en vue de faire taire les armes et d'arriver à une paix définitive. Hormis cette raison, l'Angola se visiblement découragé aussi à cause des actions de médiation avortées. Il s'agit notamment du sommet du 15 décembre dernier et le début manqué des négociations directes entre Kinshasa et l'AFC M23 prévu à Luanda le 18 mars. La présidence angolaise rappelle qu'elle a organisé plusieurs réunions ministérielles et des chefs des renseignements pendant lesquelles la République démocratique du Congo s'est engagée à neutraliser les éléments des FDLR et le Rwanda a procédé au retrait de ses forces de défense du territoire congolais jusqu'aux limites des frontières entre les deux pays. Tenant compte que ces préalables étaient les principales revendications des partis, avec cet engagement, les conditions pour les sommets du 15 décembre de l'année passée, qui devraient se tenir à Luanda, étaient jugées créées. Mais malheureusement, ceci n'a pas eu lieu, vu l'absence du Rwanda à la rencontre, a regretté la présidence angolaise. L'Angola a également rappelé dans son communiqué qu'il a travaillé et obtenu les consentements de deux parties pour que les premières négociations aient lieu à Luanda le 18 mars. Une action qui malheureusement avait encore été avortée. Restons toujours dans le même registre à CCG. Isaac Mukanga, cadre du mouvement social lumumbiste, estime que ce retrait de médiateurs fait aussi suite au raté de plusieurs rencontres entre la RDC et le M23. Il est au micro de Franck Bouko. Suivez. Les processus de Nairobi, c'est entre la République démocratique du Congo et les groupes armés. Les processus de Luanda, sont des négociations entre le Congo et le Rwanda. Donc, ça se passe sous les béquilles du président angolais Lourenço. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qui a motivé l'Angola de se retirer de ces processus, c'est en fait quoi? Premièrement, l'Angola est élu au niveau de la tête de l'Union africaine, c'est-à-dire les pays gouvernent maintenant l'Union africaine, l'Union africaine. Donc, le président Angola avait déjà manifesté son vouloir de jeter l'éponge pour s'occuper de l'Union africaine. Et après, par coup de théâtre, il avait encore renoué à son rôle de négociateur, donc des médiateurs à l'HD. Alors, ce qu'il faut retenir en deuxième lieu, il a organisé deux processus presque. Le premier, c'est entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi étant venu, le président rwandais avait boudé les assises, et vous savez, c'était en décembre 2024. Et ici, en 2025, il avait organisé encore un tête-à-tête entre les gouvernements, la délégation congolaise et le M23. Le M23 avait brillé par leur absence. Donc, le président angolais avait connu déjà des échecs dans sa médiation, ce qui n'a pas bien sonné de l'autre côté. Parce que visiblement, quand vous voyez Kagame n'est pas fait le déplacement, vous voyez les M23 non plus, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en Angola, par exemple. Donc ça a été déjà mal compris de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il faut retenir enfin, quand le président angolais était encore surpris en voyant le président Kagame à Doha au Qatar, auprès des Tshisekedi, des l'émir de Qatar, pour essayer de dialoguer. C'est alors que, voyant cela, il a vu que la situation dépassait le cadre de l'Angola. C'est pourquoi il a préféré mettre la clé sur les paillassons, comme on dit. Donc ça, il faut voir ça dans ce sens-là. Maintenant, la médiation va continuer sous les béquilles de la communauté internationale et précisément devant l'émir de Qatar. Et il y aura un dialogue, il y aura une session de hostilité. Et c'est ça ce que nous tous nous voulons. Que ce soit sous les béquilles de Lourenço ou bien sous les béquilles de l'émir de Qatar, c'est que nous voulons, nos Congolais, nous voulons qu'il y ait la paix, qu'il y ait une session de hostilité, que tout puisse rentrer à la normale. Parlons autre chose à présent. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a clôturé sa visite à Kenge en identifiant les atouts et défis du Congo pour un développement durable. Dans la lutte contre les érosions, la première ministre a visité les zones menacées et a annoncé des actions urgentes pour stopper leur avancée. Suivez.
Ayant un regard sur la lutte contre les érosions, la première ministre a visité les zones menacées et annoncé des actions urgentes pour stopper leur avancée. Relativement à la santé publique, elle a aussi fait un contrôle à l'hôpital général de référence de Kenge avec des engagements pour renforcer les équipements et les soins et des rencontres avec les différentes couches sociales pour mieux comprendre les besoins de la province ont eu lieu. Notons que la chef du gouvernement poursuit la campagne Congolais Telema pour renforcer l'unité nationale et promouvoir un Congo uni et prospère. Je l'ai annoncé également en titre, ce lundi marque le 56e anniversaire de la disparition de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, décédé le 24 mars 1969 dans sa résidence surveillée à Kisundi, à Boma, dans la province du Congo central. Joseph Kasavubu demeure une figure emblématique de l'histoire nationale, reconnue pour son intégrité et son engagement en faveur de la souveraineté du pays. Alors, que peut-on retenir de son parcours politique? Les détails dans cet élément. Suivez. Né en 1917 à Dizi dans le Mayombe au Congo central, Joseph Kasavubu est le premier homme politique congolais à réclamer en 1947 le droit du peuple congolais face aux colonisateurs belges. Il a fait ses études chez le père de Schultz. Quelques années plus tard, il va devenir un séminariste puis instituteur et comptable au service de finances du gouvernement colonial à Léopoldville. À la tête de l'Abaco, qui fit une association politico-culturelle des Bas-Congo, il s'opposait fermement au plan Van Bilsen qui envisageait une indépendance progressive sur 30 ans. À travers un manifeste, il va exiger l'indépendance immédiate et sans condition du Congo belge. Homme intègre, calme, honnête et transparent, Joseph Kasavubu va rejeter la voie religieuse pour choisir de s'engager dans la politique malgré les pressions de ses supérieurs. Son combat s'accélère alors le 4 janvier 1959 lors d'un rassemblement de l'Abaco interdit par l'administration coloniale. L'événement va dégénérer en émeute, poussant la Belgique à organiser une table ronde à Bruxelles où la date de l'indépendance du Congo sera alors fixée pour le 30 juin 1960. Plébiscité par le premier parlement congolais face à Jean Bolikango, Kasavubu va être élu président ce même 30 juin. Dans son discours d'investiture, il a exhorté les Congolais à rassembler le matériau de l'unité nationale afin de construire la nation congolaise dans l'union et la solidarité. Le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple. Son mandat a été marqué par d'importantes crises, notamment sécession du Katanga et du Sud Kasaï, les rébellions politiques, tension avec le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui a été fini par être révoqué en septembre 1960. 5 ans après, c'est-à-dire en 1965, Joseph Kasavubu va être invincé du pouvoir par un coup d'état militaire mené par Joseph Mobutu, qui prendra alors la tête du pays. Joseph Kasavubu sera alors assigné en résidence dans sa province natale et meurt le 24 mars 1969 à l'âge de 52 ans par manque de soins. Son corps est gardé jusqu'à ce jour dans son village natal à Singini, dans le territoire de Tchela. Pour beaucoup, Kasavubu incarne encore jusqu'à ces jours l'intégrité et l'essence du devoir, valeur essentielle à la gouvernance de la RDC. Son intégrité demeure palpable et influence les gestionnaires de la chose publique actuelle, à l'exemple du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui après son premier voyage officiel à l'étranger avait renversé les reliquats de ce frais de mission au trésor public. Ici de signaler qu'au Congo central, sa province d'origine, et à Kinshasa, plusieurs activités commémoratives sont organisées. Au rond-point Q-Pointe, par exemple, plusieurs autorités du pays ont pris part à cette cérémonie.
En réaction, quelques analystes politiques à Kinshasa reconnaissent encore l'intégrité et l'essence élevée de la gouvernance de la chose publique de ce père de l'indépendance. Suivez ces réactions. Je retiens de lui la bonne gouvernance. Parce que d'après l'histoire de la RDC, c'est le seul président qui faisait des voyages et qui pouvait ramener tout ce qui restait dans le budget programmé à la présidence dans ce voyage. Il est le seul et l'unique président à avoir fait cela. Kasavubu était un président qui a acquis le pays de l'indépendance. Et ils avaient une vision. Leur vision était que le pays aille de l'avant, que le pays maintienne l'élan de la démocratie, l'élan du développement. Mais aujourd'hui, nous voyons il n'y a que des politiciens à la tête du pays. Tu vois? Alors qu'ils étaient des patriotes, des hommes d'État. Alors, sa mort a marqué la fin d'une époque difficile pour le Congo et a ouvert bien sûr la voie à une série de dictatures par les présidents Mobutu Sese Seko, qui a enfin pris le contrôle du pays peu après. L'héritage du président Kasavubu reste complexe, symbolisant à la fin les espoirs d'une nouvelle indépendance et les défis d'une nation en quête d'identité et de stabilité. Poursuivons ce journal avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières, a choisi de renforcer l'équipement de la police nationale congolaise en lui dotant d'un deuxième lot de son véhicule anti-émeute de marque Traveler Force. Chance Kambandi nous fait le point. La cérémonie de remise a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Loko, qui a remis les clés des véhicules au commissaire général de la police nationale, Benjamin Alongobani. Selon le commissaire général, ces nouveaux véhicules représentent un renforcement significatif des capacités logistiques de la police. Ils faciliteront les opérations de surveillance, de dissuasion et d'assistance, contribuant ainsi au maintien et au rétablissement de l'ordre public. En plus des véhicules, la police a également reçu 600 boucliers électriques en polycarbonate transparent commandés en Afrique du Sud. Ces équipements, d'une épaisseur de 4 mm et d'une charge de 120 volts, visent à renforcer les capacités opérationnelles des unités anti-émeutes. Avant la réception officielle de ces engins roulants, la police a organisé une caravane motorisée à travers les principales artères de Kinshasa afin de présenter ce nouvel équipement aux Kinois. La population a exprimé sa joie et son espoir de voir le phénomène Kuluna qui sévit notamment dans la capitale être résorbé. Il est important de noter qu'en 2024, 110 Jeep Land Cruiser ont été déjà octroyés à la PNC dans 12 provinces du pays. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a ouvert le week-end dernier à Kinshasa le Women in STEM Forum 2025, forum de femmes dans le domaine de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La rencontre sur les leaderships féminins a été organisée par la structure des femmes ingénieures et techniciennes sur les thèmes « Briser les barrières, inspirer la prochaine génération d'innovatrices ». Ces thèmes revêt une importance stratégique majeure car il est étroitement aligné avec les priorités définies dans le plan quinquennal 2024-2029 du ministère de l'EDUNC. Moi aussi, je vous demande, osez vous engager dans les sciences et les technologies. Osez innover et repousser les limites imposées par les préjugés. Devenez les actrices majeures de la transformation scientifique, technologique et sociale dont notre pays a besoin. Le Congo de demain compte sur votre audace, votre créativité et votre détermination. Chères participantes, chers participants, permettez-moi de conclure en adaptant ces mots inspirants du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Si nous réussissons dans l'éducation, tout le reste suivra. Nous aurons des femmes capables de relever tous les défis, d'inspirer les générations futures et de bâtir une nation forte, inclusive et innovante. En fait, des obstacles culturels, économiques et institutionnels constituent d'entraver l'accès et la progression de femmes dans des filières scientifiques, techniques et professionnelles. Ces défis sont exacerbés par une perception souvent restrictive du rôle de la femme, par un accès encore limité aux ressources éducatives de qualité et particulièrement en milieu rural, a fait remarquer le ministre d'État. Notons-le, des prix ont été remis à des femmes innovatrices et aux projets inspirants dans le STEM et l'on a assisté à des témoignages de femmes ingénieurs ayant obtenu d'emploi grâce à cette association. Direction Provence, le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, séjourne depuis dimanche à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo, dans le nord-est du pays pour une mission de commandement et de contrôle. Le général Gilles Banza a donné des instructions fermes. Un reportage de la presse militaire. Suivez. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de l'Atiopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Gilles a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu, unis et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Autre chose, les forces armées de la République démocratique du Congo prennent acte du retrait de combattants de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 de Walikale Centre. C'est ce qui indique un communiqué de l'armée publié samedi 22 mars dernier. Ce retrait s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la déclaration conjointe du 18 mars 2025 signée entre l'Émirat du Qatar, la RDC et le Rwanda. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC
vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Au Congo central, après plusieurs alertes de la population matadienne sur la détérioration du tronçon Bouima-Tchassa, et le gouvernement provincial du Congo central vient de disponibiliser le moyen financier et technique pour relancer les travaux qui seront supervisés par l'Agence provinciale des travaux publics. Plus de détails dans ces commentaires, suivez. Quelques mois déjà depuis la dégradation de ces tronçons qui va du rond-point Bouima au quartier Tchassa à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Causé par le zoo de pluie, une partie de la chaussée s'est détériorée, ce qui mettait en difficulté les usagers et même le conducteur de taxi ou moto qui empruntait ces tronçons. Après plusieurs alertes de la population matadienne, le gouvernement provincial qui ne ménage aucun effort pour la réhabilitation de routes à travers la ville et qui est aussi déterminé à mettre fin aux embouteillages monstres qui se vivent depuis un temps à Matadi, vient de disponibiliser d'importants moyens financiers et techniques pour la réhabilitation rapide de ces tronçons. Ces travaux seront supervisés par l'Agence provinciale de travaux publics afin de déboucher et reconstruire de caniveau pour remettre cette route d'intérêt général dans son état habituel. Satisfait, quelques Matadiens saluent la sensibilité du chef de l'exécutif provincial. C'est vraiment dangereux. Et là, la dégradation de ces tronçons était vraiment un danger permanent pour nous les usagers, dit cet habitant. Même les ingénieurs reconnaissent la profondeur de ces trous. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Je vous jure, n'eût été l'urgence du gouvernement provincial, cette route allait se séparer en deux. Et là, nous saluons la bravoure et la volonté du gouverneur. Je suis très contente parce que la dégradation de ce tronçon n'a causé aucun dégât et aucune perte en vie humaine, dit cette femme. Et voilà que le gouvernement a agi à temps. Oui, nous sommes témoins du début de ces travaux, dit cet homme, mais nous serons plus heureux de voir le finissage. La réhabilitation de cette route est une réponse salvatrice aux demandes des habitants qui désormais vont se promener en toute quiétude. En dehors de nos frontières à Gaza, après 2 mois de trêve, l'armée israélienne a repris ses bombardements, des morts dans une attaque visant l'hôpital Nasser à Khan Younis. Erroneous. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé qu'une frappe aérienne israélienne avait touché l'hôpital Nasser de Khan Younis dans le sud du territoire palestinien, dans la nuit de dimanche à lundi, où l'armée israélienne a repris ses bombardements après 2 mois de trêve avec le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a déclaré que l'un de ses dirigeants, Ismail Baroum, a été tué dans la frappe ainsi qu'un garçon de 16 ans. Tous deux étaient soignés dans cet établissement médical pour des blessures infligées par les frappes israéliennes. Une attaque confirmée par l'État hébreu qui a précisé que l'armée avait utilisé des munitions précises pour minimiser les dommages. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, 730 personnes ont été tuées depuis la reprise des opérations israéliennes. Tsahal a également mené une nouvelle frappe dans une localité du sud du Liban au lendemain de l'escalade la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre et affirme avoir tué un membre du Hezbollah.
Et puis le Premier ministre canadien annonce des élections anticipées en avril prochain. Les détails avec nos confrères des Hero News. Suivez. Motion de défiance, blocage du Parlement, démission début janvier de Justin Trudeau comme chef de gouvernement sur fond de forte impopularité. Après des mois de chaos politique, le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé ce dimanche l'organisation d'élections anticipées le 28 avril. Il espère obtenir un mandat fort pour son parti pour faire face aux attaques quasi quotidiennes de Washington. We are facing the most significant crisis of our lifetimes because of President Trump's unjustified trade actions and his threats to our sovereignty. Our response must be to build a strong economy and a more secure Canada. Les libéraux semblaient il y a quelques semaines encore assurés d'une défaite électorale face aux conservateurs jusqu'à ce que le président américain ne vienne mettre la politique canadienne sans dessus-dessous. Mais désormais un vent de patriotisme agite le pays et les Canadiens placent pour cette élection les relations avec les États-Unis en tête de leurs préoccupations. Fin ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord les rappels des titres. 24 mars 1969, 24 mars 2025, cela fait exactement 56 ans jour pour jour depuis la mort du père de l'indépendance et premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Quelques Congolais reconnaissent encore son intégrité dans la gestion de la chose publique, des réactions que vous avez suivies dans ce journal. Les consultations politiques pour un nouveau gouvernement d'union nationale ont débuté ce lundi 24 mars à Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal qui vous a été réalisée grâce au concours rédactionnel de David Mbachi, Chancela Kambandi et Maurice Molila pour sa réalisation. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.